merci d'être présent à cette heure tardive, d'avoir encore une capacité d'écoute et peut-être de visionnement. Il se trouve que donc j'apporte, je dirais, non pas le côté figuratif, puisqu'il peut y avoir de la figure dans le texte, mais l'iconicité, puisque je suis historien du cinéma éducatif et sémiologue du cinéma éducatif. Donc ce qui m'a interpellé dans l'appel à communication, c'est la dernière ligne, le dernier axe, je cite, je reprends le menu, à propos de la terminologie et son ancrage dans un imaginaire culturel, comment au travers des discours renvoie-t-on à des dimensions intangibles du vin. Et c'est précisément l'adjectif intangible qui m'a fait réfléchir à une dimension, je dirais, historique des films qui sont présentés sur le PAF et au cinéma à propos du vin. Ça fonctionne. Alors vous comprendrez bien que j'ai travaillé sur les films anti-alcooliques depuis 1909 et dans l'entre-deux-guerres, et j'ai envie de dire que cette conférence est un peu l'hommage du vice à la vertu, ou l'inverse, c'est plutôt l'hommage de la vertu au vice là. Et en l'occurrence, le film qui va faire une rupture dans ces 12 dernières années dans l'histoire du cinéma et des films sur le vin, j'espère que vous en conviendrez, ça me permettra de gagner du temps, c'est évidemment Mondovino, qui, et du coup, quelle est la question que l'on peut se poser suite à La Voix et Vin, la nouvelle question de la communication, c'est comment le vin va-t-il survivre à Mondovino? Comment les gens qui font du marketing vont restaurer l'image abîmée du vin, puisque ce qui est intangible, c'est le contraire. Hein. Ce qu'on a touché est abîmé, entamé, et ce qui est intangible, c'est ce qui demeure quand on n'a pas pu le toucher. Donc, alors, à ce propos, j'ai consulté, regardé, visionné environ 80 films documentaires, donc tous les reality shows n'étant pas donc, dans mon corpus, au premier rang desquels on peut naturellement citer, et vous le voyez que là, je dirais que c'est par rapport à la conférence de Sénia, on est là dans l'actualité, toi tu as donné la perspective historique, vous voyez bien qu'ici il y a les 4 derniers opus de la série des Racines et des Ailes, 19e saison, c'est-à-dire la série 2015-2016. Mais on a donc chaque année, dans cette série qui a 19 ans d'âge, chaque année on a au moins 4 ou 5 films qui nous parlent du vin et qui représentent notamment la dégustation. Hein, donc on peut noter des évolutions et du coup ma question va être qu'est-ce qui demeure présent du point de vue des stéréotypes et puis des clichés sur le vin dans ces films qui sont bien actuels. Alors j'ai un troisième point de comparaison en termes de genre, parce que vous comprenez bien que Nocitaire, c'est le film militant, le film engagé. Des Racines et des Ailes, on est dans le film touristique. Et j'avais un troisième point de comparaison possible avec un autre genre qui traite aussi de la question de la dégustation, sont les docu-fictions, c'est-à-dire ces documentaires qui reconstituent, etc. Et notamment un docu-fiction qui s'intitule Les temps changent, qui a été réalisé en 2008 et puis qui est sorti sur France 2 en 2009 en prime time, qui raconte comment le monde sera ou serait en 2075 à partir des travaux du groupe intergouvernemental d'études sur le climat. Et on voit bien que justement il y a des enjeux, je dirais, dans le futur par rapport au vin. Alors, dernier point à propos du corpus, c'est que j'ai échantillonné, je vous demande pardon, là j'ai dévoilé ma tactique un peu. La dernière ligne est importante, à savoir qu'il y a un nombre très impressionnant de films sur le vin dans ces 12 dernières années. Et dans mon échantillonnage, il y a un point qui était important, c'était de voir aussi ceux qui sont les plus vus. Il y a une dimension d'impact. Si Des Racines et des Ailes fait 15% de part de marché, ça veut dire qu'il y a 4 millions de Français qui regardent systématiquement Des Racines et des Ailes. Donc là, on voit bien que là, il y a quelque chose qui est important dans la dimension de l'ancrage culturel. Et puis j'ai aussi regardé comment les téléchargements sur Dailymotion
YouTube, bien sûr, et puis, vous voyez en dessous, il y a 2 sites qui sont un peu différents, mais notamment 9docu.com, qui est pour les férus de documentaires, et où là, effectivement, les 4 films que je vous propose à propos des Racines et des Ailes sont les films les plus téléchargés cette année sur ce site. Et même quand on regarde la série des Racines et des Ailes, il y a des pics quand ça traite du vin. Mais là, je ne ferai pas de corrélation abusive, on va dire. Bon. Donc, comment partir et comment parler des stéréotypes sur le vin et des clichés sur le vin, sinon en partant des images d'Épinal. Alors, vous avez ici, 2 ans après le film de Nocitaire, on est en 2006, Olivier Clodon qui réinterprète donc en image fixe l'image nostalgique du vin. Alors je vais le commenter en 3 parties extrêmement rapidement. N'en voulez pas si j'omets un certain nombre de choses. Je retiendrai 3 choses. La première, c'est qu'on a 15 personnages et sur les 15 personnages, on a 14 hommes. Donc là, on est dans une vision d'autrefois. Deuxième lecture, c'est la lecture qu'on pourrait appeler, je dirais, centripète. C'est-à-dire qu'on a le dieu Dionysos, on en a parlé tout à l'heure, et bien évidemment Saint-Vincent qui protège les grappes de raisin rouge et blanc, mais ce qui trône et ce qui est central, c'est bien sûr le vin rouge, puisque parmi les clichés, on est bien d'accord que dans les stéréotypes et dans la manière dont les spectateurs et les gens construisent le vin, ça rappelle immédiatement, en tant qu'attribut, on parlait des CMM tout à l'heure, le vin rouge et pas le vin blanc. Et puis si on regarde l'aspect narratif, c'est-à-dire si on lit de gauche à droite et qu'on regarde la chronologie, on s'aperçoit qu'on a un mode de fabrication du vin comme autrefois. La seule concession à la mécanique, c'est ce que vous avez en bas à droite, c'est-à-dire ici on a quand même un tout petit peu de moteur. Donc vous comprenez bien que là on est dans une image qui n'est pas du tout conforme à la réalité de ce que c'est que la viticulture aujourd'hui. Donc là on est dans le stéréotype de base. Okay. Donc maintenant, quand on va essayer de voir ce que ça a comme écho dans des racines et des ailes, il y a de toute façon ce qui demeure. Hein, parce qu'on parlait tout à l'heure de nostalgie, mais en réalité, c'est quand même le cœur du réacteur, c'est encore des images très importantes dans le... Alors, la première chose, alors là, je vous prie de m'excuser, Bourguignon présent, je fais une infidélité au Pinot Noir et au Chardonnay pour nous emmener du côté de Beaujolais et du Gamay, parce que parmi les 4 films le plus emblématique des clichés, c'est le film sur le Beaujolais, où vous avez ici un caviste qui nous emmène dans visiter 3 viticulteurs. Alors, en bas à droite, on a d'abord l'image carte postale, donc sur le langage et sur le genre film touristique. On a ici, alors malheureusement, je vais devoir me lever, je vais faire la météo parce que je n'ai pas des manettes avec... Donc vous voyez ici une image qui est composée en 3 tiers. Et bien ici, là, avec le point de fuite qui nous attire vers Moulin à Vent. Vous avez tous reconnu un des crus célèbres, fameux de Beaujolais. Et évidemment, tout à l'heure, quelqu'un disait rassurer le client, rassurer le consommateur. Quoi de plus rassurant que cette image patrimoniale concrète, à savoir un moulin. Et pour nous rassurer, on a une tactique de médiatisation au travers de ce fameux caviste qui prend le bon air grâce à sa décapotable, son cabriolet. Vous avez reconnu la Méhari, et ce n'est pas anodin quand on est sémiologue. Je ne vais pas vous faire mon petit Roland Barthes de service. Ce n'est pas la DS, c'est la Méhari, mais la Méhari c'est quand même 1969-1986. Tout le monde sait que c'est la marque française Citroën. C'est aussi dans l'imagerie, l'imaginaire du spectateur, c'est la fameuse voiture des gendarmes de Saint-Tropez, ce film qui a marqué l'histoire du 7e art. Donc là, on essaie de rassurer le spectateur au travers d'images qui sentent bon la France. Bien. Alors, deuxième cliché, c'est-à-dire ce qui prépare la dégustation, c'est la narrativisation à partir de l'idée de visite. C'est-à-dire que là, on est dans un film. Donc le spectateur est bien dans son salon, mais on va lui faire jouer un jeu de rôle qui est celui de la visite de la cave, qui est la visite du domaine. Donc on commence Viti par crapahuter, arpenter, si possible à coteaux légèrement pentus. Ensuite après Vini, on descend dans la cave, donc là il faut faire attention aux marches. Et puis à la fin, si on a été sage, on a le droit au bibi, du latin bibéré, parce que voilà. Donc je vois les Italiens ici présents, après, mais c'est bevi,
C'est ça? Fini quoi? Oui, Benvi, oui, Benvi, oui. Benvi. Non, mais je veux dire, c'est la citation du J'entends Latin bien. Bah, oui, c'est une référence tout à l'heure. c'est La ça. conférence a commencé Voilà. avec les Gaulois. Voilà, c'est ça. Et puis, si vous faites du marketing, il y a quand même un quatrième élément qui est le tiroir caisse. Hein, c'est-à-dire qu'après Bibi, il y a quand même tiroir caisse. Voilà. Alors, donc, on est dans un. Donc, vous avez bien compris qu'on était dans un scénario, mais qui est extrêmement usé, puisque depuis 1962, et un film documentaire de Alain Resnais qui s'appelle Le chant du styrène, on ne fait plus un documentaire de ce type-là, où on raconte les étapes des films, depuis les étapes de la vinification depuis le début jusqu'à la fin. Hein. Bon, donc on est vraiment dans un stéréotype extrêmement éculé. Alors, c'est là où je rejoins la conférence de notre collègue, la deuxième conférence, qui parlait de poétisation et qui montrait que quand dire c'est faire, et j'ai envie de dire, quand dire le vin, c'est faire le vin. À savoir que cette dimension-là de transformation, de sublimation par le discours, et pas seulement par les mots, mais ça peut être le discours en images, hein, eh bien, je vous le propose, on a 3 genres poétiques qui sont les genres les plus courants de Virgile, hein, les géorgiques, le genre épique, l'Énéide, et puis le lyrisme, hein, donc les bucoliques. Et donc on va retrouver ces 3 formes de poésie. La satire, on va le retrouver plutôt chez Nocitaire. Hein, mais donc on a ces formes finalement classiques de poésie. Alors la première, c'est la poésie pastorale, ou on va dire bucolique, qui consiste à sublimer le travail de l'agriculteur. Et là en l'occurrence, du viticulteur. Donc au travers de quoi? Alors vous voyez bien sûr qu'on a choisi dans le Beaujolais une viticulture respectueuse de l'environnement, puisqu'on défriche avec des moutons. En bas à gauche, vous avez la fameuse cadole. Alors là, on est aussi sur du vocabulaire, on va dire, sur de l'idiolecte, à savoir que la cadole, c'est cet endroit qui accueille les amours, non pas de bergers et de bergères, mais de vignerons et de vigneronnes. Et puis enfin, en bas à droite, vous avez le fameux mâchon, consiste à aller déguster de 9h à 9h30 quand le viticulteur a bien travaillé depuis l'aube. Eh bien, il va pouvoir sortir le saucisson de préférence des spécialités lyonnaises et puis bien évidemment le Beaujolais. Alors pour la fine bouche et pour tous ceux qui sont partisans de la loi E20 et puis pour une collègue à qui j'ai fait une private joke tout à l'heure, je vous ai réservé un détail, regardez bien en bas à droite, je zoome, boum. Vous avez ici une enfant dont j'évalue l'âge à peu près 8 ans, qui est fille de viticulteur, et vous avez la maman et le papa qui l'encadrent, le grand-père qui évidemment, de manière et comme on est post-loi E20, mais aussi post-jurisprudence loi E20, on est dans le cadre donc d'un film éducatif, et dans ce cadre-là, on peut faire ce qu'on veut. En revanche, à Top Chef, on ne pourra pas montrer une seule image de vin, sans mettre la consommation, l'abus d'alcool est dangereux, etc. Donc là, on voit bien que les limites du film éducatif, mais ça a un autre sens qui est dans l'article, mais je ne m'étendrai pas là-dessus, c'est évidemment l'importance de la transmission. Parce que l'importance de la transmission. Bien. Alors, deuxième type de poésie, le genre épique. Alors là, on ne s'attarde pas dans le film sur le Beaujolais, mais on le retrouve dans tous les films. C'est l'idée que le viticulteur, évidemment, il est sur une forme de travail acharné. Et donc là, en l'occurrence, le vocabulaire, la terminologie professionnelle recoupe la poésie. Alors ça c'est sublime quand c'est, on va dire, un bonheur pédagogique, à savoir que cette viticulture sur des pentes de plus de 30% est par les professionnels appelée viticulture héroïque. Et là, évidemment que l'épopée, c'est je chante ce héros, alors là c'est pas l'Iliade, mais là le héros c'est le viticulteur qui va devoir cultiver à la main, puisqu'on ne peut pas utiliser la mécanisation sur ces pentes très ardues. Bien. Troisième élément, et dernier élément de poésie dans le genre, le lyrisme. Le lyrisme, c'est l'expression des émotions. Et là, donc toujours masculino-centré, on va dire, on a des hommes qui se taisent. Alors, vous savez, les hommes, quand ils sont émus, au lieu de parler, de discourir, qu'est-ce qu'ils font? Ils se taisent. Et donc là, c'est intéressant parce que c'est pas par le langage et pas par les mots, mais par le fait de se taire. Donc, vous avez à gauche Éric Janin qui s'agenouille, et on peut être ému d'ailleurs et partager cela. Il s'agenouille, il fait une génuflexion à côté du cépage de la vigne que son grand-père a planté. Et donc là, à ce moment-là, il est quasiment à côté de la tombe de son père et il se tait. Donc on est dans une forme d'émotion qu'on partage, etc. Bon.
Et sur la droite, vous avez Claude-Édouard Geoffrey, là on est dans le Beaujolais, qui ramasse cette fameuse roche bleue qui fait son terroir, et c'est le moment du film où là, tout à l'heure quelqu'un avait parlé de recueillement, et on est dans le temple, et on a des adeptes qui sont autour et qui se recueillent devant la relique. Donc on voit aussi, et là je vais être obligé encore de me lever, mais on ne voit pas très bien, c'est le problème des images, c'est qu'ici vous voyez un léger rictus qui ne ment pas, c'est-à-dire que c'est une émotion réelle. On peut en sémiologie, en kinésie, dire que là, il se tait parce que sinon il va pleurer. Oui, 5 minutes, et ben c'est bon, je suis dans les comptes. Alors, donc, une fois qu'on a parlé de ces stéréotypes, arrivons au cœur de cette conférence, qui est le deuxième point, c'est le fait que dans ces 12 dernières années, ce qu'on voit, et c'est ce que disait la collègue tout à l'heure, c'est qu'il y a une sorte de rhétorique de l'attelage. La figure de rhétorique consiste à assembler des choses concrètes et abstraites. J'étais seul et marchand en rêvant, elle et moi, les cheveux et la pensée au vent. Et donc il y a une difficulté pour les professionnels de pouvoir assembler un discours scientifique et un discours patrimonial, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Parce que depuis nos citerres, on est arrivé dans une ère du soupçon en termes de communication, c'est-à-dire que les gens n'osent plus communiquer sur le fait qu'ils font du vin en faisant un peu de chimie parce qu'ils sont immédiatement accusés par les journalistes d'être des sorciers, des empoisonneurs, etc. Et du coup, c'est la raison pour laquelle on fait appel, et là je pense à Ludivine Griveaux, qui est régisseur aux Hospices de Beaune, que peut-être vous rencontrerez demain, je n'en sais rien, qui est à la fois énologue, n'est-ce pas, et qui en même temps est une chargée de com extraordinaire et qui, elle, réussit à tenir ces deux discours et à la maintenir dans une forme de poésie, et je le garde pour l'article, ça, parce que je reste dans le Beaujolais. Mais je veux vous montrer, au contraire, les difficultés des professionnels à énoncer quelque chose et à maintenir ces deux pôles. Donc c'est à partir de deux illustrations qui sont des images fixes. La conférence fait que si on vous montre des images en mouvement, ça prend beaucoup plus de temps, c'est chronophage. Donc tant pis pour vous, vous n'aurez pas d'image ni de son. Tant pis. Voilà. Donc, là, le premier élément, c'est ce fameux viticulteur que je vous ai présenté tout à l'heure. Il a commencé par faire la génuflexion à propos de son cépage, et vous voyez que dans sa posture, il a son genou droit, donc à gauche chez nous, qui est encore en train de respecter son grand-père. Donc là, on est dans une logique patrimoniale. C'est le discours du corps qui nous dit je suis dans une position de recueillement. Et on a son corps qui est séparé en deux, et de l'autre côté, alors évidemment, vous allez me dire, c'est un peu facile parce qu'on se positionne facilement comme ça. Mais on voit bien que de l'autre côté, il est en mouvement, et avec sa gestuelle, il va exprimer tout le discours scientifique dont il parlait tout à l'heure. Donc en réalité, ils essayent de maintenir dans la même séquence de paroles ces deux positions, et on voit qu'ils sont, entre guillemets, le cul entre deux chaises, deux guingois. On est dans la dissonance, parfois dans la cacophonie. Alors la cacophonie, c'est ici l'exemple de ce viticulteur de Champagne qui cultive le vin comme autrefois. Alors on a pendant toute la séquence, pendant 5 minutes, on nous explique qu'il fait du vin avec des percherons, etc. Il le fait à l'ancienne, il n'y a rien de mécanique. Et puis, donc, les vignes démoussées, une famille de vignerons depuis 1650. À la maison, on a décidé d'arrêter complètement le chimique. Donc là, il est dans une position extrêmement difficile à tenir, même en ce qui concerne la réalité. Bon. Et dans la séquence suivante, il va nous faire déguster. Il va déguster donc, ce que je disais tout à l'heure du raisin. Donc, il presse le raisin. On a du jus de raisin, et là, oui, c'est parfait, j'y suis presque. Le chimiste, donc le journaliste lui dit, mais il fait son nocitaire un peu en herbe, comme ça, le journaliste, et il lui dit, mais vous faites vin comme autrefois, mais vous êtes quand même un peu chimiste. Et là, pris par la patrouille, entre guillemets, le vigneron a honte de dire qu'il utilise un aéromètre. Et il bredouille, alors là on est dans le suprasegmental, vous ne l'entendrez pas, mais croyez-moi sur parole, il bredouille, il hésite, on voit qu'il a des reformulations. Oui, je crois que dans beaucoup de métiers, c'est comme ça. C'est-à-dire que là, il se défausse. Oui, je suis désolé, j'ai utilisé un outil chimique, j'ai honte. Vous voyez donc, j'en arrive à mon troisième et dernier point, et c'est une forme de conclusion, c'est que au-delà de cette, je dirais, de cette difficulté, alors on sait comment Ludivine Griveaux, et puis dans le Bordelais, on a répondu par la fuite en avant dans le discours, par la féminisation aussi du discours, dans le sens où ce sont des chargés et eux de com maintenant. Mais là, je passe sur un autre point qui est, en fait, ce qui m'a surpris, et je vois les collègues italiennes qui vont intervenir demain,
dans le film de Nocitaire, Résistance naturelle de 2014, quand on superpose les films, on va dire, altermondialistes, révolutionnaires, et les films qui sentent bon la France, type gaulois, et bien, quand on superpose les deux idéologies et les deux genres, on s'aperçoit qu'il y a quand même un cœur de réacteur et qu'il y a des choses qui perdurent. Alors, quelles sont ces choses? Eh bien, la première, c'est du vin au sang, c'est-à-dire la transsubstantiation. La France est un pays catholicisme, on parlait des racines, et il est très clair que là, le fait qu'on dit que le vin est un être vivant, je ne suis pas certain que dans la culture musulmane, ça soit le cas, si vous voulez. Donc, on est dans une logique où là, ça vient de très loin, et où le vin, c'est le sang. Et on pourrait aller voir dans les psaumes, et on pourrait aller voir dans le Nouveau Testament, comment chez Paul, on déguste le vin d'une certaine manière. D'accord? Donc il y a cette historicité-là. Et donc on le retrouve évidemment dans le Beaujolais quand on a ce viticulteur qui nous dit le sang de ce terroir. Hein, ce vin, c'est le sang de ce terroir pour nous. Et donc là, on est dans l'Eucharistie, etc. On demande aux adeptes de valider ça. Mais on le retrouve, et c'est ça que personnellement, je ne trouve pas inintéressant, à savoir que dans Résistance naturelle, vous voyez bien qu'ici, il y a le point levé qui est un signe de révolutionnaire qui appartient au patrimoine de gauche. On a le raisin qui est pressé, mais ce qu'il en coule, alors ici, on ne le voit pas bien, mais si on avait la couleur, j'ai fait le test auprès de mes étudiants, on identifie non pas du vin, mais du sang. Et donc, ça, cette sacralisation du vin, par le fait qu'il y a transsubstantiation, ça perdure. Donc c'est un des cœurs du phénomène de communication. Alors, et son corollaire, et là j'ai fini, parce que j'en ai trois, mais tu vas voir que c'est très simple, ça c'est le versant positif, c'est-à-dire que le vin c'est le sang. Mais puisque le vin c'est le sang, dans ce phénomène de sacralisation, du coup, tout ce qui peut l'envahir est catastrophique. Et du coup, ces trois genres de films que tout oppose par le genre ou bien par l'idéologie, finalement vont se recouper sur un point, c'est qu'on va jouer sur les peurs collectives et sur la peur de quoi? Alors, quand on est chez les Gaulois, on a une Madone, la Madonna del Monte. Mais là, on a une Madone qui surplombe le vignoble du Beaujolais et dont on nous dit dans le commentaire qu'elle a protégé la vigne de l'invasion des Prussiens en 1870. Donc là, c'est la peur de l'invasion au sens historique du terme. Bien. Mais on a une autre peur de l'invasion, donc du côté de la Pacina, donc en Toscane, où on a cette propriétaire qui nous dit que le vin est produit là depuis les Étrusques, et qu'aujourd'hui, les capitaux étrangers, le business, les grands groupes d'affaires vont capter les propriétés, et on a ici en commentaire, je dirais par mention écrite, le réalisateur qui nous dit « la maison de Sting est ici ». Donc on est dans la peur de l'invasion des capitaux étrangers, et puis voilà. Et dernière peur, et je pense que je suis dans les coups, tu vas me le dire, hein, c'est la peur voilà. C'est la peur, alors je dirais ancestrale, de l'invasion des fléaux. Alors c'était le phylloxéra au XIXe siècle, ça peut être les problèmes phytosanitaires, donc on a des films en ce moment qui parlent des difficultés dans le Bordelais, et là en l'occurrence dans un documentaire qui nous explique comment serait le monde en 2075, un docu-fiction à partir de thèses scientifiques, on nous explique que le Bordelais, selon le GIEC, serait en 2075 obligé de se reconvertir en orangerie, que des sauterelles géantes viendraient de l'Afrique et envahiraient le vignoble. Donc j'ai envie de dire, là on ne sert plus à rien, il va falloir qu'on fasse un colloque dans 75 ans pour déguster les jus d'orange. Merci de votre